Frida Kahlo et Diego Rivera. Dora Maar et Picasso. Lee Miller et Man Ray. Pierre et Gilles. Gilbert et Georges. L'histoire de l'art est jalonnée de couples mythiques qui finirent par ne faire plus qu'un. Oui, mais lequel ? Se moquait Oscar Wilde. Edith et Riff ne sont pas de ceux-là. Parce que s'ils sont bien à la ville comme à la planche, en revanche, chez eux, pas de trahison, de lutte de pouvoir ou d'ego. Depuis plus de 35 ans maintenant, ils bâtissent chacun dans leur atelier une œuvre graphique et littéraire forte, singulière, très différente l'une de l'autre, et saluée par de nombreux prix. I cried out, the wide open sky will know your name. I scream it out, I pray it out, without you my surround seems... Edith Gratry voit le jour le 25 juillet 1960 à Marseille. Elle a 3 ans quand ses parents déménagent dans un petit village proche de Melun. Avec ses 3 sœurs, elle s'y ennuie ferme et dévore tous les livres qui lui tombent sous la main. Même si à la maison, on est plus perlimpinpin et fripounet que pif et pilote. À 18 ans, elle monte à Paris et entre aux Arts Déco où elle rencontre son amoureux, Riff. Avec leurs amis Cromwell et Arthur Quack, ils fondent le collectif de BD Asylum. Elle travaille même sur le dessin animé Raon. Et en 87, sort son premier album, Ornicar, chez Futuropolis. En 1988, son premier enfant a 2 ans. Pas certain d'avoir envie de le voir grandir entre la Nationale 20 et le périph', ils partent vivre à Bruxelles, vite rejoints par Quack. Elle se fait vite à la vie belge, dessine 16 heures par jour et accessoirement fait un second enfant. 2 enfants, hop, il est temps de revenir au Havre. On est en 1991. Le public découvre vraiment son travail avec la série Basile et Victoria. Le second album de la série, Jack, obtient l'Alphard du meilleur album 1993 au Festival international de BD d'Angoulême. La série sera finalement adaptée en dessin animé sous le titre Orson et Olivia pour Canal+ et TF1 qui diffuseront 26 épisodes de 26 minutes. Parallèlement à la bande dessinée, Edith mène une carrière d'illustratrice dans l'édition jeunesse. En 2008, elle reçoit le Grand Prix du Festival des planches et des vaches pour l'ensemble de son œuvre. Le Jardin de Minuit obtient la Pépite 2015, catégorie BD manga, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, et fait partie de la compétition officielle du Festival d'Angoulême 2016, en sélection jeunesse. En 2018, Emma est sélectionnée à Angoulême, et en mai 2019 sort Les choses changent, c'est énervant, chez Noctambule. Riff Rebs, lui, naît le 17 décembre 1960 à Burdo, dans le nord de l'Algérie, bien loin de la mer. Dans la vraie vie, il s'appelle Dominique Dupré. Son pseudo vient des riffs de guitare et des reps de Blueberry, ces sudistes rebelles qui refusent de se rendre. Il a 1 an et demi quand ses parents prennent le dernier bateau dans le port d'Oran en feu pour rejoindre Marseille. Sa famille remonte au Havre, d'où elle est originaire. À 8 ans, il est complimenté par ses parents après avoir réalisé un dessin sur une boîte de camembert. Les compliments, ça fait du bien. Il vient tout juste d'être viré de l'école. Quand ses parents divorcent, Riff est élevé par sa mère. À 16 ans, il fait sa première fugue et découvre par hasard, abasourdi, un concert de Little Bob Story. La vague punk déferle depuis l'Angleterre. Beaucoup de groupes débarquent alors au Havre par le ferry pour donner leur premier concert. Un soir, il atterrit dans une fête où une brochette de BCBG se déhanche sur du disco. Du disco, Burke. Dans la bibliothèque de ce bel appartement bourgeois du centre-ville, il tombe sur un recueil d'haïkus, écrit dans les tranchées par un poilu, Julien Vaucance. De la confiture au cochon. Il pique le livre, qui deviendra 40 ans plus tard le point de départ du récit illustré dans l'ouvrage collectif Traces de la Grande Guerre. Après le bac, il rentre aux Arts Déco.
Parfois, il emmène Edith au Havre pour assister aux concerts de rock de ses copains, les Fixed Up, les City Kids, les Bad Brains, les Roadrunners. En 2013, il est lauréat du prix BD Fnac pour Le Loup des Mers, adapté du roman éponyme de Jack London. Avec les adaptations d'abord de L'Étoile matutine et Homme à la mer, il signe là une époustouflante trilogie maritime, saluée par toutes les critiques. Je me suis beaucoup ennuyé dans ma jeunesse. Je pense pas que ce soit particulier au Havre, c'est particulier à ma famille. J'avais pas de frère, pas de sœur. Et mes parents travaillaient beaucoup, étaient très occupés, donc j'étais très longtemps seul après l'école chez moi, et je me sentais d'ailleurs tout à fait seul parmi les autres à l'école. Donc en fait, l'ennui m'a procuré tout de suite l'envie le développement de l'imaginaire, je suppose. Et quand j'en avais marre de jouer tout seul avec mes jouets et de faire le bon et le méchant tout seul, je prenais un papier, un crayon, et je racontais mes histoires. Et j'ai commencé à dessiner. Donc l'ennui est créatif. Mais bon, j'ai grandi dans une époque où l'image est une pénurie. Il n'y avait pas la télé à la maison. Quand je suis jeune, il n'y a pas le téléphone. Enfin voilà, donc coupé du monde quand on est chez soi, il n'y a pas d'autre moyen de distraction que de se les inventer soi-même. Donc on a les copains de la cage d'escalier ou de la cour. Mais on est bien souvent seul, quoi. Voilà. Mais moi j'ai adoré ça. Hein. Et je continue, j'ai pris goût à ça. Donc j'ai beau avoir une femme et 2 enfants, j'adore rien que d'être seul. Enfin, la plupart du temps. J'espère qu'on ne va pas me parler, quoi. Je me suis peut-être un peu moins ennuyée que Riff parce que lui était enfant unique et moi j'ai 3 sœurs. Et on est assez proches en âge, donc il y avait toujours moyen de jouer avec l'une ou avec l'autre, voire de dessiner. Mais il y avait quand même pas mal de moments où l'ennui me permettait aussi ou m'amenait à dessiner parce que c'était une envie, mais en plus c'était une façon de fuir le réel ennuyant. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier dessin ? Alors, il y a un dessin que je garde précieusement. C'est un dessin que j'ai fait en maternelle, donc je ne sais pas, oui, peut-être 4 ans, 5 ans. Il est en permanence au-dessus de ma table de travail parce que pour moi, il y avait une perfection. J'ai toujours l'impression que chaque trait est à sa place. Donc, pour moi, c'est un espèce de rappel sur ce vers quoi j'aimerais retendre, on va dire. Puisque je l'ai fait une fois à 5 ans, je peux peut-être le faire une fois encore. Et voilà, c'est comme un petit mémo pour ne pas me perdre dans des directions inutiles. Voilà. La bande dessinée, c'est aussi quelque chose qui a changé dans la manière de l'envisage de la société. C'était quand même très mal vu dans mon époque. Maintenant, je sentais bien que la scolarité aurait du mal à me porter et que le dessin commence à apparaître comme une bouée possible pour sauver ma vie. Mon père pensait évidemment que j'étais dans les mains du mal et que ce serait à moi que rien. Ce qui manquait pas de me motiver parfois, malheureusement. Mais, et puis le restant de la famille, effectivement, n'imaginez pas une seconde qu'on puisse vivre de la bande dessinée, mais dire ça au Havre ou à Fontaine-la-Mallée, dans ma famille, ça n'a pas de sens, ils ne savent pas du coup de quoi on parle. Et en vérité, moi, à cet âge-là, je ne sais pas non plus exactement qu'est-ce que ça veut dire. J'ai passé le concours des grandes écoles en candidat libre et je me suis fait bouler comme c'est normal, puisque j'imaginais pas du tout tout ce qu'on allait me demander au concours et le niveau était élevé pour entrer. Donc il a fallu faire 1 an d'atelier préparatoire pour ça. Suite au bac, je suis accepté dans un atelier, mais il faut fournir une somme considérable d'argent pour l'époque. Malheureusement, c'est très courant et très cher maintenant aussi, je le sais, pour avoir financé les études de mes enfants, mais à l'époque, c'était vraiment un dur sacrifice, et la vie parisienne était déjà très chère pour des gens travaillant modestement au Havre. Et ma mère m'a toujours encouragé, elle a toujours été de mon côté, c'était une femme formidable. Et effectivement, je lui dois effectivement la naissance, comme tout le monde le doit à sa mère, et je le dois une 2e fois, puisque vu l'ambiance familiale, elle a dit, on se fiche de la famille, il y a toi, il y a moi, tu veux dessiner, je ferai tout pour que tu le fasses. Si tu es heureux en dessinant sur les trottoirs de Paris, en faisant la Manche, ou en vendant, je sais pas, tes dessins sur les bords de Seine, je serai heureuse, puisque mon fils fera ce qu'il veut. Voilà, et donc, effectivement, j'ai pris tout ce qui me restait de sous de ma jeunesse. Je travaillais depuis l'âge de 14 ans, tous les étés, tout ça. J'avais économisé pas mal de sous. J'avais acheté une petite auto. J'ai vendu l'auto. J'ai cassé la tirelire et j'ai dit à ma mère, voilà, ce que j'ai comme argent pour payer mes études. Ça correspondait à la moitié de l'école préparatoire. Elle a mis le reste. La mère de Riff avait l'habitude de dire en rigolant que quand il est né,
ce qui a été le plus dur à passer, c'était le crayon. Ben, non, j'ai jamais pensé comme ça, et ma mère n'a jamais pensé, enfin, en tout cas, n'a jamais exprimé les choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que très tôt, je me suis pas posé la question, j'avais envie de dessiner, j'étais bien quand je dessinais. En fait, c'était assez simple. Je me sentais bien quand je dessinais, même avec les frustrations de pas arriver à ce que je voulais, etc. Mais il y avait presque un automatisme. Donc, dans ce sens-là, oui, on peut peut-être dire que je suis née avec un crayon, mais je l'ai jamais exprimé comme ça. Peut-être la différence avec Riff, c'est que dans ma famille, on m'a toujours laissé dessiner, voire même on m'a encouragée. Je dirais presque que c'était même des fois un peu trop, dans le sens où alors je sais pas si ça doit se passer aussi dans d'autres familles, quand il y a un des enfants qui a on va dire un goût pour une activité, on va le classer. Donc il y a celle qui dessine bien, il y a celle qui joue bien de la musique, il y a celle qui va être super sportive, voilà. Donc moi j'étais la dessinatrice. Je suis surmotivé en fait, même par rapport à la plupart des élèves et notamment des Parisiens qui sont là dans leur routine de scolarité. Moi, j'ai une pêche énorme, donc je galope, je dessine, je parle à tout le monde, je vais demander aux profs, enfin je suis un courant d'air un peu. Et ça dure troisième année, deuxième année d'art déco, ça commence à se tasser un petit peu. Encore que là, je commence à avoir des copains, copines, et on fait des vidéos performances, des vidéos d'art, enfin je fais des choses qui n'ont aucun rapport avec la bande dessinée, j'en fais d'ailleurs quasiment pas à l'époque. Mais par contre, j'apprends plein de techniques différentes de la sérigraphie, de la photo, de la communication visuelle, de la perspective, des croquis de nu. Enfin bon, c'est une masse très importante sur laquelle je repose toujours. Et à la troisième année, effectivement, se pose le problème, c'est que voilà, je suis hors d'âge pour... je rentre pour la pension alimentaire suite au divorce. Mon père ne la verse plus parce qu'il n'a plus l'obligation légale de le faire. Moi, je suis toujours un peu dans l'obligation de manger, mais voilà. Il a bien le droit d'arrêter. Et en même temps, je suis quelqu'un de fier et qui ne veut pas peser sur ma famille, parce que c'est une habitude sans doute de famille modeste, et de compter ses sous, en fait, tout bêtement, et de ne pas croquer une fortune qui n'existe pas. Et puis la démangeaison de me remettre à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire la bande dessinée ou le dessin animé me reprend. Du dessin animé, j'en faisais déjà à 14-15 ans, en fait, au Havre, hein, avec du Super 8, en empruntant le projecteur de Boucher, en se faisant acheter une caméra à 2 à Noël, enfin. À Paris, quand je cherche du travail, je trouve effectivement un studio de dessin animé qui embauche. Et donc j'ai travaillé sur une série de Bibi Phoque pour la télé française. Bibi Phoque, dans l'Antarctique, le roi des phoques. Je change d'entreprise de dessin animé. Je vais dans un très gros studio qui vient de se monter, qui s'appelle France Animation, qui vient dans les studios Disney France, à Montreuil. Et là, je suis dans l'équipe de base pour la création d'une série animée qui va s'appeler Les Mondes Engloutis, qui a eu son succès télévisuel et qui a ses amateurs cultes. Bon, voilà. Mais bon, nous, on travaille dedans. Je suis à la création des décors. Mon ami Cromwell est à la création des personnages. Et dans le temps, donc on travaille pour le studio de dessin animé et on a aussi nos projets bande dessinée. Et ça, on va trouver d'autres copains dessinateurs. On trouve un atelier à Paris qu'on va appeler l'atelier Asylum, un asile de dingue, hein, c'est bien comme on était à l'époque. Et après le boulot dans les studios, on part aller bosser dans notre atelier de bande dessinée pour mettre en route nos projets de bande dessinée. Votre premier album avec Riff, Le Bal de la Sueur dans les années 80, c'est quand même votre premier album et pourtant le succès arrive tout de suite. Alors, Le Bal de la Sueur, c'est un truc... Comment dire, au départ, j'étais pas du tout sur ce projet. Moi, je venais d'arriver à l'atelier, mais je venais un peu en... En fait, voilà, quand je suis sortie des arts déco, j'étais diplômée en vidéo. Et il s'avère qu'en fait, à cette époque, le matériel était très lourd, cher à louer. Et du coup, bref, pour faire court, on passait plus de temps à chercher des sous qu'à tourner, quoi. Donc, ça m'a un peu gonflée. Donc, j'ai commencé à venir de plus en plus souvent à l'atelier, et c'est comme ça que je me suis remise au dessin, puis à la bande dessinée. Et Le Bal de la Sueur, je suis arrivée, ils bossaient dessus, et Riff me montre le scénario, me montre les planches, et je dis, ok, l'histoire est bien, le dessin est super, mais alors les dialogues, parce que c'est tarte, quoi. Et du coup, Cromwell et Riff m'ont dit, mais attends, si tu trouves ça tarte, ben réécris-le, vas-y, quoi. Et j'étais là, mais non, mais enfin, je ne suis pas... Et puis finalement,
finalement, je les ai réécrits, les dialogues, voilà. Et on est amené à signer un contrat, et on sort notre premier album qui reçoit le prix de la presse à Angoulême directement. C'est surtout un prix d'alcoolique, parce que tous les journalistes sont là pour picoler un coup. Ça s'appelle le Bloody Mary, et on est censé se boire une chope entière de jus de tomate avec dedans de la vodka, du rhum, et ça m'est remis par Jean Telet, le jeune Jean Telet de l'époque, qui était en train d'arrêter la BD. Voilà, donc ça commence effectivement plutôt bien, surtout pour un premier album, pour des gens qui ne sont pas passés par les gros éditeurs, ni par les journaux qui existent beaucoup à l'époque. Les journaux de bande dessinée, il y en avait encore beaucoup, et on n'était pas du tout publiés. Peu d'albums sortaient de jeunes auteurs par an, en fait. Ça coûtait très cher de faire un livre dans les années 80. Et comme ça a bien tourné, ma foi, c'était parti, quoi. On n'avait plus qu'à rester sur les rails, et puis envoyer le charbon. Envoyer le charbon, ça, il sait faire. Il faut dire qu'il a été à bonne école avec sa mère, femme d'engagement et passionnée. Ma mère est employée de bureau, elle travaille à l'aide sociale, ça a dû changer de nom maintenant, mais enfin voilà, donc elle reçoit tous les pauvres, les indigents du Havre, de toutes sortes, et elle distribue les bons de soupe pour les plus miséreux d'entre eux. Et sortie de cette activité-là, qui est celle de son emploi, elle est syndiquée Force ouvrière et devient assez rapidement la secrétaire de l'union locale Force ouvrière du Havre, qui est Southampton. Jeune fille, c'est une très belle femme, mais c'était aussi un garçon manqué, donc elle n'a jamais eu peur des hommes, elle n'a jamais été impressionnée par rien, et que la société pouvait la construire elle-même, une femme très moderne dans son temps. J'étais aussi le premier des divorcés de Toussaint Joseph. et elle conseillait à tout le monde, à toutes les femmes de divorcer de leur couillon de mari. Le Havre est alors en pleine mutation. C'est la fin des mythiques paquebots transatlantiques. L'époque des grandes luttes syndicales. Alors parfois, Riff accompagne sa mère dans les dédales du port pour coller ses affiches. On a avec les sauts de colle, les balais, les grandes affiches, puis sous les ponts à la break et tout ça. Donc on fait ça un peu partout, il y a des murs visibles pour les gens qui vont au travail. Donc j'ai fait ça, mais anecdotiquement, c'est parce qu'elle me l'a demandé que je pouvais rien refuser à ma mère. Et puis elle me dit, tu vas voir, tu vas t'amuser. c'est du sauvage. Voilà, donc c'était assez rigolo. Et donc je découvre un peu le port, mais je l'ai surtout découvert dès mes 15 ans, quand j'ai été coursier, commis de quai, pour des entreprises de transit havraises. Donc là, je suis en Solex ou en vélo, sur Jeunesse Couvert, et puis même après, on me prête, quand je suis en âge d'avoir une voiture, je suis coursier aussi pour Goodyear, donc là je suis aussi de ce qui est devenu Port 2000, la Grande Écluse et tout ça, donc cette époque-là, je connais très bien le port. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre, votre première approche avec Le Havre ? Alors la première fois que je suis venue au Havre, je me souviens très bien de l'année. J'avais 22 ans. Je venais de rencontrer Riff, qui était tout contente de me faire connaître sa ville, que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais Rouen, mais pas Le Havre, j'avais jamais mis les pieds au Havre. Et donc, je me suis retrouvée dans une espèce de ville je sais pas, du bout du monde, une espèce d'image entre
Spirou et l'URSS, je sais pas trop. Et c'est vrai, il y avait de ça. Mais il y avait aussi le côté complètement vide, et j'ai trouvé ça pas mal. De là, à imaginer vivre, non. Hein. Mais je veux dire, pour passer un week-end, le côté, avec ce côté un peu, l'image un peu dure que se donnait aussi toute la faune rock'n'roll. Il y avait le côté aussi, le port. Je connaissais pas du tout cette ambiance portuaire. Riff m'a emmené à la cale sèche, il m'a emmené au bout du monde, etc. Et du coup, c'était des endroits qui pour moi avaient, je veux dire, aucune résonance avec quoi que ce soit que j'ai pu connaître avant, puisque j'ai jamais... Je suis née à Marseille, mais j'y ai pas vécu. Je suis partie, j'avais 2 ans et demi. Donc tous les endroits où j'ai vécu après, il n'y avait aucun qui était en bord de mer ou quoi. Donc c'était une grande découverte quand même pour moi, cette ville. Et en même temps, je regardais plus Riff que la ville, en fait. On venait de se rencontrer, donc j'étais là. De toute façon, vu que c'était sa ville, c'était forcément super. Bon, peut-être que ça m'avait emmené dans une... je vais pas stigmatiser une ville pourrie, mais il y a peut-être des villes qui sont... Enfin, je veux dire, si je dis Maubeuge, je vais me prendre tous les gens de Maubeuge sur... Mais voilà, il m'a pas emmené à Arras, il m'a pas emmené à Valenciennes, hein, quand même. Ma relation avec le Havre est un mélange d'amour-haine. Hein. C'est pas la pays du bonheur absolu. Hein. À 18 ans, j'avais la haine de cette ville. C'est pour ça que je suis parti faire des études ailleurs. Il pouvait rien m'arriver dans cette ville-là d'intéressant par rapport à ce que je voulais faire. Donc c'était important d'en partir. Mais c'est en la quittant qu'on s'aperçoit qu'elle nous manque aussi, cette ville. Voilà. Donc quand j'ai pu, dans ma carrière, je suis revenu, mais ça aurait pu être ailleurs. Ça a d'ailleurs été un peu la Belgique. Bruxelles, 3 ans, et c'était très bien aussi. Donc la ville du Havre, c'est une ville pour qui j'ai plein de reproches, et c'est une ville dans laquelle, en fait, j'ai pas envie de la quitter, et c'est là que j'aurais fait la plupart de mon travail. Alors notre deuxième fils, Tim, était encore, je pense, jeune adolescent. Et un jour, alors il s'est planté devant son père, je ne sais plus comment c'est venu. Et là, il lui dit, mais en fait, ta vie à toi, c'est... je me lève, je dessine, je mange, je dessine, je remange, je dessine, je me couche. Je me lève, je dessine, je mange, je dessine. En fait, c'est ça ta vie, quoi. Avec un air désespéré devant une vie aussi. Et c'est vrai qu'il y a de ça, mais... Après, moi, je suis moins staccanoviste que Riff. Alors lui, c'est boulot. Et c'est arrivé des jours où on sort pour faire les courses et tout est fermé. Et là, je comprends pas. On appelle, je comprends pas, tout est fermé. Et on regarde le calendrier, on fait, c'est possible qu'on soit le 11 novembre, ou c'est possible qu'on soit dimanche, c'est pas... Voilà, c'est des choses qui arrivent tout le temps, ça. Et du coup, voilà, moi, je sais que j'ai besoin de coupures. J'arrive pas à bosser comme ça des heures, donc je bosse beaucoup, mais il me faut des coupures. Il faut que j'aille me balader dehors, il faut que je fasse des activités, je vais au yoga, je vais à la chorale, enfin j'ai besoin. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai aussi besoin de voir du monde, parce qu'on travaille seul, et j'aime bien. Franchement, je préfère bosser seul, mais j'ai quand même besoin de... Je suis une bavarde et tout ça, j'ai besoin d'être avec des gens quand même régulièrement. Il y a de l'eau. Il y a aussi de l'eau si tu veux que je rentre. Là, ça fait 1 an qu'on a une cabane à la plage. En fait, ça fait partie de la vie sociale qu'on peut avoir. Mais de savoir qu'après la journée de boulot tout seul, on va se retrouver quelques heures avec des amis, voire des amis d'amis, voire des gens de passage qu'on connaît finalement peu, mais qui s'arrêtent, qui boivent un coup. C'est une manière aussi de continuer à conserver une vie sociale malgré tout, malgré ce côté solitaire et le côté solitaire de ce travail. Et regarde là le bateau. Regarde. Oh mais il va nous foncer dessus juste devant nous là. C'est pour nous. C'est pourquoi nous. Mais pourquoi nous? Tu veux de mon pambagna, ça sac, mon pambagna qui est un peu fade. Oui, je veux bien tester. Taste. On est coupé du réel. On est coupé du réel et on vit vraiment dans une bulle. Alors,
Ça le fait un peu moins avec depuis qu'il y a les Internet et les réseaux sociaux. Moi, j'ai une page Facebook, donc j'y vais en général le matin, j'ai mon petit rituel, je prends mon café, je regarde ma page Facebook, donc j'ai des nouvelles du monde. Si elles sont trop pesantes d'ailleurs, bah voilà, comme ça on coupe le truc. Mais mais c'est pas non plus le réel, c'est-à-dire c'est le réel à travers le prisme de mes amis Facebook et le réel de la rue d'à côté, le réel de je sais pas, de la ville en bas, celui-là j'avoue que si on fait pas d'efforts, on est complètement en dehors de ça. Mais nos amis sont de milieux différents, voilà, c'est assez varié. Et ça nous permet aussi de rester connectés. Je pense que par rapport à certains dessinateurs, dessinatrices que je peux connaître sur d'autres villes, qui en fait vivent dans un microcosme uniquement artistes, dessinateurs de bande dessinée, etc. Là, quelquefois, j'ai pu entendre des énormités sur quand ils parlent de leur vision, je sais pas, de la société, du monde. Et là, on a envie de leur dire, mais oh là, stop, sors de chez toi, va voir quelqu'un qui travaille à l'usine dans les bureaux, qui est prof, qui est infirmière, et puis tu reviens nous parler après, parce que il peut y avoir réellement, on peut être vraiment perché, quoi. Si le travail d'Edith et Riff s'élabore dans la solitude de leurs ateliers, on mesure aussi l'importance qu'ils accordent à l'amitié, au gré de petites traces discrètes, comme ces 2 dédicaces offertes à leurs amis récemment disparus. Avec une dédicace comme ça, je dis à des milliers de personnes mon attachement, mon amour, mon amitié pour cette personne-là. Donc c'est comme un... Voilà, pour moi, c'est comme un petit cadeau, quoi. Et quand c'est pour une personne disparue, c'est pour exprimer aussi le souvenir de cette personne et que son nom reste et soit, connu de milliers de gens. Pour moi, je me dis, tiens, c'est une manière de lui rendre hommage aussi, quoi. En fait, par exemple, pour Gigi, je venais de terminer l'album et elle a disparu. Et voilà, c'était juste pour moi comme un signe. C'est-à-dire que je terminais l'album, voilà, et je me suis dit, mais non, c'est juste, c'est juste là que je vais la mettre, ma Gigi, je vais la mettre dans l'album, quoi. Famille, côté paternel, m'a poussé la musique classique, mais ça ne m'a jamais vraiment parlé. Et il a fallu attendre la découverte des Beatles, des Stones, des The Beats, des Kings et autres, donc les groupes anglais des années 60, mais qui pour la plupart ne jouaient plus. Enfin, en tout cas, c'était en retard. Les Beatles s'étaient séparés. Quand je les découvre, je suis devenu fou amoureux d'eux, de leur musique, de leur jeunesse, de leur humour, l'esprit anglais. Enfin, ça m'a marqué très fort parce que je retrouvais aussi l'esprit comique, bande dessinée, poétique, enfin, puis l'adolescence, leurs chansons d'amour, leurs chansons engagées. Tout m'allait. Et c'est quand j'ai entendu les premiers suites à des joints dans la rue, des choses comme ça, des concerts de rue, et notamment un concert de Little Bob Story, que je connaissais de réputation, mais c'était sulfureux, ça faisait peur, les blousons de cuir, la bagarre, les blousons noirs, enfin. Ça paraissait un peu dangereux comme ça, puis j'étais jeune. Mais en fait, j'ai été assisté effectivement à un concert place de l'Hôtel de Ville à l'époque, et puis j'ai pris une claque monumentale, parce que j'ai vu que le rock, c'était pas une musique de disque, c'était une musique vivante, sur scène, avec un public excité, un groupe qui est très chaud. Et c'est la bande-son de ma vie pour le coup. Et ça a un peu effacé tout, remplacé tout. Donc en fait, j'écoute pas de musique, et quand j'en écoute, c'est de celle qui dérange souvent tout le monde. Et c'est comme ça que je l'ai. Enfin, pas dans les phases d'écriture. Quand je suis en train d'écrire un scénario, chercher une bulle, enfin un dialogue. Quand j'écris, là, il faut que je sois dans le silence absolu. Il ne faut pas qu'une voix soit présente de la radio. La musique, il vaut mieux qu'elle soit très basse, donc autant qu'elle n'y soit pas. Donc, par contre, quand je dessine, là, ça peut être une très bonne bande-son. Tous mes albums ont été dessinés avec une bande-son
de haute énergie et de saturation de guitare. Moi, je ne parlerai pas d'énergie. En fait, il y a deux choses. Alors déjà, quand j'écris, silence. Je ne peux pas écrire avec du bruit. Après, quand je dessine, je m'en fiche un peu. Quand je suis à l'ordinateur, je m'en fiche un peu. Ça peut être la radio, ça peut être un disque, ça peut être rien. Ça a aucune importance. C'est un bruit de fond. Par contre, quand je suis à l'atelier, quand je suis ici et que je dessine vraiment sur le papier, là, je mets la musique. Et en fait, la musique, elle a une fonction de me couper du monde. C'est-à-dire que je construis une bulle déjà que je suis dans une bulle, mais j'en reconstruis encore une qui est... et c'est pas forcément des musiques forcément... Ouah, c'est de la musique pop, rock, mais c'est pas forcément des choses hyper comment dire, énergiques ou au contraire hyper tristes. Voilà, c'est assez varié, mais ça reste toujours un peu dans un truc mélodique. Et ça, je me suis rendu compte que c'était une façon de vraiment s'entourer d'un petit mur comme ça, qui fait que je suis totalement concentrée sur ma planche. Ce qui se passe en dehors de cet atelier n'existe plus. Le rock, j'ai pas besoin qu'ils me disent des trucs intelligents, j'ai besoin qu'ils me donnent de l'énergie, quoi. Alors s'il l'est, c'est bien. Dylan est brillant, mais je suis pas mon préféré. Et puis le rock au Havre correspond à l'ambiance industrielle, ouvrière de son époque, et la musique que j'aime aussi, à ce sens-là, c'est celui de Détroit, des usines, celle de Liverpool, des chômeurs du port anglais. Donc le rock que j'aime est plutôt brutal et violent, il vient pas tellement des écoles d'art, encore que les Stones, les Who étaient dans des écoles d'art. Mais voilà, je suis au niveau musique, j'aime bien le côté brutal, voilà. Et sincère, et qui n'a pas besoin de se prendre la tête. Et si j'ai besoin de choses intelligentes, mais alors, je rentre dans une librairie, quoi, voilà. Donc, en rencontrant la scène rock'n'roll à vrai, je rencontre aussi des musiciens, et évidemment, je suis amené, au fur et à mesure de nos relations, à illustrer leur musique, soit parce que je leur fais un cadeau, je leur fais un portrait d'eux en train de jouer, soit parce qu'ils me demandent des dessins pour illustrer une pochette, une affiche, quelque chose. Et je commence à produire des dessins pour le rock'n'roll. Mais c'est pas une chose évidente pour moi, c'était pas un manque. En 2013, le CEM, le Centre d'expression musicale, ouvre ses locaux de répétition dans le fort de Tourneville. Rive donne la couleur de chaque studio. 5 ans plus tard, quand l'école inaugure ses nouveaux locaux, il marque logiquement de son empreinte chaque atelier de cette institution. Est-ce que le métier de dessinateur a toujours été conciliable avec le métier de mère ? Franchement, je pense que c'était beaucoup plus facile que pour beaucoup d'autres mères. Parce que déjà, j'avais pas l'obligation des horaires. C'est-à-dire que si j'ai un enfant qui était malade, tout ce que je risquais, c'était de prendre du retard dans mon boulot, mais à la limite, je bossais le soir, mais je pouvais m'en arranger, j'étais pas à courir pour trouver une garde, etc., etc. Il y a aussi, je vais te dire en rigolant, mais les affres de la création, c'est-à-dire des moments où on n'est pas disponible parce qu'on est dans une recherche créative, mais c'est une organisation, et je pense que, franchement, par rapport à d'autres métiers, je pense que c'est beaucoup plus facile. Élaborer une planche de bande dessinée, il y a autant de manières qu'il y a d'auteurs. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Si c'est un métier artistique, c'est qu'il faut faire sauter les règles. Enfin, je veux dire, sinon, c'est pas de l'art, entre guillemets. Donc,
tel que je le pratique moi sur mes derniers livres en tout cas, c'est des adaptations littéraires. Il faut d'abord que je travaille dans le texte, dans la matière du texte, que je mette en scène, que je mette à plat ce que je vais choisir du livre dans ma bande dessinée. Donc il y a tout un travail préparatoire que personne ne voit jamais, qui représente des piles et des piles de papier, de notes, qui sont à la fois des notes écrites et puis des notes dessinées, mélangées. Parce que des fois, c'est le dessinateur qui voit l'image, et des fois, c'est l'écrivain, enfin l'auteur du texte, qui sent le dialogue venir. Donc, selon comment ça vient, on est tellement content déjà que l'inspiration vienne, enfin, d'arriver à... C'est un ensemble de problèmes, en fait, que de créer quelque chose. Donc, en fait, c'est le talent est de trouver les solutions. Et il n'empêche qu'à un moment donné, même si c'est que de l'écriture, comme un synopsis d'un scénario de cinéma, il faut bien que ça devienne des comédiens et des acteurs. Donc là, à ce moment-là, il y a le dessinateur qui intervient, et donc on devient dessinateur, on met en scène. Il y a déjà tout ce qui va être la création des personnages qui vont être dans cette planche. Donc c'est déjà toute une partie du travail où on va chercher la tête, comme on fait la casting des comédiens, comédiennes. On arrive à ce petit intermédiaire qui correspond aussi à celui du cinéma, qui est le storyboard, c'est-à-dire une mise à plat, dessinée, rapide, de croquis, de ce qu'on verra à l'image et de rédiger de ce qu'on aura dans le texte dans le même moment. Ma manière de pratiquer, je le montre avec un exemple que j'ai là, c'est d'associer un croquis avec les textes, et c'est déjà la fin de toutes les étapes préparatoires qui m'amènent à la planche. Donc cette planche-là ou une autre, simplement, elle vient dans sa forme de ce qu'elle doit raconter, de ce qu'elle doit dire, c'est l'histoire qui domine, et après il faut trouver l'esthétique qui peut mettre en valeur l'histoire. Mais des fois, on a des idées esthétiques et il faut juste qu'elles ne soient pas en contrariété avec l'histoire. Une fois que j'ai fait ce petit découpage-là, en fait, c'est que du crayonné. Je l'ai scanné dans mon ordinateur. Je l'agrandis au format de la planche que je vais réaliser. Là, vous avez des exemples derrière de planches. Enfin, là, c'est des morceaux, parce que je les coupe. Mais ça fabrique une page dans son entier. Et à ce moment-là, je reprends à la table lumineuse mon crayonné qu'on voit dessous, et je retravaille dessus pour mon ancrage. Et donc ça fait une page terminée effectivement d'un seul bloc. Et tout mon livre, on peut le feuilleter comme mes originaux, aussi bien qu'on feuillette l'album. Ça a la même forme, sauf que c'est plus grand et que ce sont les vrais dessins. Quand j'ai pu faire les couleurs sur ordinateur, j'ai commencé à travailler différemment, et notamment à faire le trait et le lavis sur papier. Ça, je le scanne. Et sur l'ordinateur, par-dessus, je fais les couleurs sur Photoshop. Et donc, ce qui fait qu'en fait, chaque fois que je commence un album, je me dis non, tu vas faire des planches très propres, comme ça, même si elles ne sont pas en couleur, ça sera... Et puis, j'en fais 1, 2, 3, puis au bout de la 4e, je commence à faire des petits bouts comme ça, et puis je remonte sur l'ordi et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, pour dire que, contrairement à Riff, je n'ai plus de véritable planche originale. Quelque part, c'est un peu dommage parce que c'est une façon aussi de compléter nos revenus, c'est de vendre des originaux, ce que fait Riff avec succès. Mais moi, je peux pas. Et du coup, des fois, je me dis c'est un peu bête parce que tu pourrais quand même, te forcer un peu à faire des planches propres. Mais je suis trop impatiente d'avancer dans l'album, je suis trop impatiente de raconter. Donc en fait, je passe pas assez de temps sur les planches, je pense. Et surtout, le travail de la couleur, je crois, m'intéresse plus que le trait. Donc je passe plus de temps, à mon grand regret, parce que j'ai horreur de ça, devant l'ordinateur, alors que je préfère nettement être à ma table de dessin. Mais en travaillant sur ordinateur, il n'y a pas un risque de se noyer vraiment dans le travail et de jamais en finir ? Ça, c'est vrai que c'est un risque. Après, avec l'expérience, on voit aussi que les détails sur lesquels on a passé 3 heures sont quasiment invisibles quand l'album est imprimé, parce que les gens ne s'arrêtent pas du tout sur ces détails. Donc voilà, après ça dépend aussi du style et du plaisir que chacun peut avoir. Parce que, je veux dire, moi j'ai pas le plaisir du trait, enfin je l'ai, parce que en illustration, des fois je me fais vraiment plaisir à trouver un trait qui me plaît, à la plume, etc. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de primordial. Alors qu'il y a des dessinateurs pour qui le trait au pinceau, etc., il faut que ce soit tel pinceau, telle encre, et qui ont un réel plaisir physique à tracer. Et ça, moi, je
je bosse avec un bic, un roller, ce qui me tombe sous la main, le papier pareil, je m'en fiche. Moi, j'ai vu des dessinateurs vouloir créer leur style, s'inventer leur style. Mais je crois que c'est une question qui équivaut à te regarder dans la glace en disant qui je suis. Je pense que tant que tu restes devant ta glace à te dire qui je suis, tu ne découvriras strictement rien que le vide de ton regard et de point d'interrogation qui s'est mis au-dessus de ta tête à ce moment-là. Je crois que tu sais ce que tu es quand tu fais quelque chose. Parce que finalement, la vie, ce sera de te découvrir toi-même. Donc, dire « je décide de faire tel style », eh ben, il faut être soit un très très bon dessinateur et te forcer à faire quelque chose qui n'est pas toi et qui rentre dans tel style. Et puis, il y a les gens comme moi qui se disent, qu'on veut essayer ça en se disant « mais plus je veux faire genre, moins je suis bon ». Et le meilleur moyen d'être bon, c'est de me laisser aussi aller à ce qui me vient naturellement, à me découvrir en fait, à rater, puis à corriger mes erreurs, être un peu moins raté, puis ça, tout d'un coup, mon style apparaît. Et je peux aller me déguiser chez un grand couturier pour dire « faites-moi un style ». Mais je crois que mon style, c'est mon cuir, c'est ma manière de marcher, mes godasses, telles que ma mère m'a fabriquées, telles que je me suis usé à mon bureau, telles que... tu vois, je me comporte quand je rencontre quelqu'un. Alors, la notion du style, dans mon cas, il y a au départ beaucoup d'influences. C'est-à-dire que je n'étais pas une lectrice de BD. Je veux dire, j'ai découvert la BD assez tard, adolescente. Donc, avec ce côté complètement foutraque où je lisais tout et n'importe quoi, donc j'ai pas été, embringuée comme par exemple Riff a pu l'être avec les pilotes et tout ça, avec Franquin, voilà. Moi, j'avais pas cette culture-là, donc j'ai pris tout ce qui me tombait sous la main, ce qui faisait une espèce de loubi-boulga de style où je trouvais ça bien, puis ça n'a rien à voir, mais ça aussi c'est bien, mais ça n'a rien à voir, enfin bref. Donc mon style au début de dessin, je pense qu'il était vraiment très influencé. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne dessinatrice ? En fait, je me rends compte que j'aime pas trop passer du temps sur le trait, contrairement à Riff, qui lui est vraiment quelqu'un qui noircit la page, il en met, c'est magnifique, c'est de la gravure. Moi, c'est vrai qu'une fois que quasiment le contour et 2-3 traits sont faits dedans, je vais en rajouter parce que c'est nécessaire, en disant il faut quand même qu'on voit que l'habit est comme ça, ou il faut qu'on voit que, je sais pas, enfin c'est important pour l'histoire, donc je le fais. Mais si c'est pas important, franchement, j'aime mieux un trait, mais qui exprime bien, plutôt que plein, quoi. Mais ça, il y a un côté aussi feignasse, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, ça va plus vite aussi. Je sais pas, je pas une relation de juge et puis de sentence. Je me juge mal, je me critique, donc, mais c'est quand je le fais. Après coup, je trouve que là, je suis sur une histoire que je porte depuis 30 ans et j'ai l'impression que j'aurais dû la donner à dessiner à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que j'étais sans doute le moins bien pour le faire. Quand Riff publie ses premiers dessins, on l'a dit, le pouls de la ville bat au rythme du punk. Ces personnages ont la crête des mauvais jours et la torgnole facile. Alors, parce qu'on est paresseux et que les raccourcis sont faciles, on le catalogue comme un dessinateur punk, comme il y a eu des musiciens punk. Alors que ses traits, pleins de colère, ne sont que la traduction d'une époque. La forme, c'est le fond qui remonte, répétait Victor Hugo. Après sa trilogie maritime, on le range donc dans le rayon des peintres de mer. Il faudra 30 ans et des dizaines d'albums pour que l'on réalise en fait que Riff est un styliste classique. Que même s'il a été biberonné à Gottlieb, Hergé, Maurice, Franquin, dans Myrtille Fauvette par exemple, sa déesse rappelle le taxi de Gaston Lagaffe, non ? Quand il est face à une toile de Daumier, l'admiration et le respect le statufient. Quand t'es partout, t'es nulle part. Donc il faut toujours s'enraciner. Et je trouve ça un peu stupide parce que ça t'empêche de bouger les racines aussi. Alors ça te nourrit, ça t'enfonce, ça te met une stature, mais en même temps, tu fais « Ah ouais, mais bah non, Riff, on va pas donner ce boulot-là à Riff, t'as vu ce qu'il fait ?»« Mais oui, mais justement, j'aimerais changer !» Et on est prisonnier. Combien on voit des fois des comédiens pris pour leur qualité dramatique alors qu'ils aimeraient exprimer leur qualité comique. Mais ou tout simplement,
marcher sur deux jambes. Il n'y a pas de comics, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drame s'il n'y a pas d'humour. C'est juste un point de vue sur la vie, ça, et il faut les deux. Chacun se débrouille. Hein. Moi, j'ai des dessinateurs qui ont trouvé un style sur un genre qu'ils vendent et ils se disent, ça y est, j'ai le filon. Mais ils ont le droit de penser, comme tout chercheur d'or, que à partir du moment où tu as le filon, pourquoi aller creuser ailleurs? Alors moi, je fais partie des imbéciles qui creusent partout et qui risquent de rien découvrir. Mais ma vie sera plus intéressante que d'être devenue celle d'un employé de sa propre mine. Je dois dire aussi que par rapport à l'esthétique du dessin, j'ai commencé à faire de la BD avec des grands dessinateurs. Riff, Cromwell, Arthur Quack. Et vraiment, c'est des dessinateurs extrêmement talentueux dans le dessin. La représentation, le trait. Et du coup, il y avait de quoi filer des complexes à n'importe qui aurait pu travailler comme moi dans le même atelier. Donc voilà. Mais en même temps, ils ont toujours été super. Enfin, je veux dire, ils m'ont jamais démoli. Enfin, ils ont jamais. Au contraire, ils m'ont toujours encouragé, quelquefois corrigé, ce qui était très bien sur un truc vraiment qui passait pas. Ils me disaient mais non, mais là c'est pas possible, ta perce, machin, tout ça. Mais je dois dire que du coup, j'étais un peu à rude école pour ce qui est du niveau graphique. Est-ce que quand vous regardez vos anciens albums, vous vous dites qu'il y a des choses que vous auriez vraiment pu changer ou d'autres où vous vous dites comment j'ai pu faire une chose pareille? Bah oui, évidemment. Mes albums, alors, une fois j'ai eu quelque chose qui m'a aidé là-dessus. Mes premiers albums, je les trouve super mal dessinés. Franchement, le premier, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu avoir du succès avec cet album? C'est vraiment mal dessiné, c'est craouette, c'est tout ça. Et une fois, je me suis retrouvée avec un dessinateur, Franck Margerat, et et Franck me dit, mais t'amènes quoi? Et je dis, les planches. Il me dit, quoi, t'as les planches originales de Basile et Victoria? Je dis, oui, parce qu'on se connaît depuis cette époque-là avec Franck. Et il me dit, fais voir. Puis je dis, je sais pas, maintenant quand je la regarde, je les trouve tellement mal dessinés. Il me fait, mais t'es folle ou quoi? Je dis, oui, mais regarde. Il me dit, mais tu t'en fous? Mais moi, ce qu'on a trouvé formidable quand c'est sorti, c'était qu'il y avait un tel dynamisme, c'était tellement la patate, mais on s'en fout de bien dessiner, mal dessiner. C'est un croquis que j'ai fait dans la pièce dessin à côté. Je l'ai scanné, je l'ai ouvert sur mon ordinateur et c'est là que je commence à travailler la mise en couleur. Donc j'ai d'abord une partie de nettoyage et puis après je commence à bosser dessus. Là c'est une version un peu simplifiée, donc j'ai déjà tous mes fonds qui ont été travaillés sur plusieurs calques, mais là je peux les tous les afficher. Riff répète souvent que le texte est arrivé tard dans sa vie. Ce n'est pas tout à fait vrai en fait. Il est arrivé tôt, mais aura mis du temps à devenir quelque chose. Il se défend d'être avant tout un dessinateur. Enfant, il est d'ailleurs souvent puni pour avoir dessiné des coccinelles de Gottlieb dans les pages de ses cahiers d'écolier. Mais quand Lou Larsen, dans son Loup des mers, dit que son grand tort à lui, c'est d'avoir mis le nez dans les livres, ce sont bien les livres qui ont sauvé Riff. À bord de l'étoile matutine, commence par cette phrase. C'est pour que le démon cesse de me tourmenter que j'ai pris la plume. On peut peut-être penser qu'il en a été de même pour Riff. Quand je suis jeune, je ne suis pas un très grand lecteur, en dehors des bandes dessinées. Donc je sais lire, mais voilà, un roman, ça prend trop de temps à la page et j'ai beaucoup de mal. Donc, effectivement, les textes des chansons, ceux de Brassens, ceux de Brel, et plus extraordinairement ceux de Macorlan, c'est moins ordinaire, je veux dire, dans ma génération, vont fonder beaucoup de mon goût de la poésie, de la rime, de l'expression, Brel de son emphase, Brassens de son côté anard, poète et humoriste aussi, quoi. Enfin, il y a plein d'humour et une vision de l'humanité à travers ce que disent ces gens-là, qui se rapprochent d'ailleurs, et qui m'a beaucoup marqué, même s'il y avait aussi un tempérament assez machiste, notamment chez Brel, sur lequel je ne me suis jamais tout à fait identifié, mais c'était quand même amusant d'écouter ça. Et puis les textes de Macorlan, alors là on est plus proche de la poésie pure, alors qu'en fait c'est de la chanson réaliste qu'il écrit pour des femmes, et là pour Germaine Montero. Et dans sa poésie, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui fait tout le mystère et tout l'intérêt de la poésie. Et ça va m'habiter pour un moment. Et puis, c'est plus tard à l'adolescence où là, je commence à beaucoup lire de poésie aussi.
Et j'en écrivais sur les murs dans ma chambre, des extraits de Baudelaire, d'auteurs inconnus, de tout ce que je pouvais avoir sous la main, parce qu'il y avait quand même très peu de livres chez moi, donc c'est là où le vent me portait un peu. Mais je suis devenu fou amoureux des jeunes filles, des femmes et des poètes. En fait, Riff et moi, on a travaillé tous les deux sur des adaptations d'œuvres littéraires. Mais lui, il a toujours travaillé tout seul, s'occupe de l'adaptation tout seul. Moi, j'ai eu les deux cas, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai travaillé l'adaptation des Hauts du Hurlement avec un scénariste, avec Yann. Et à la finale, j'ai eu un petit regret. Ce que j'avais gardé de ce roman, je ne l'ai pas retrouvé c'était pas du tout le même regard. Mais c'était le jeu, c'est lui qui m'avait demandé d'illustrer, j'allais pas, donc je l'ai fait, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais après, je me suis dit, la prochaine fois que si je fais une adaptation, ça, je le ferai toute seule. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si j'avais envie de faire partager un livre, ce serait avec mon regard. Donc du coup, j'ai adapté un livre jeunesse quelques années plus tard, Tom et le jardin de minuit. Et là, j'ai tout fait toute seule. Je me suis dit, il ne s'agit pas de raconter le livre, il s'agit de transmettre le plaisir que j'ai eu à lire ce livre. Et je pense qu'il y a des éléments, si on place des éléments qui sont effectivement, véridiques, qui sont effectivement historiques, qui sont indiscutables pour les historiens, tout ce qu'on pourra mettre à côté, il n'y aura pas de question. Il y aura toujours des emmerdeurs qui vont venir dire « Ah là, attention, sur le vêtement de ceci, il y avait 8 boutons et pas 6, nanana. » Enfin voilà, des emmerdeurs du bouton de costume, quoi, tu vois. Et c'est pareil pour les sentiments. Être amoureux au fin fond de la Russie au XIIe siècle, c'est la même chose que être amoureux à Paris en 1985 ou au Havre en 2019. Et donc, quand on va faire un récit en parlant d'un sentiment amoureux, l'expression sera importante, mais le sentiment lui-même, il sera... Enfin voilà, il est là, quoi. Pour arriver à transmettre quelque chose, on ne va pas pouvoir prendre que le réel, il va falloir le monter, le construire, l'amener, le mettre en scène. Enfin, il y a forcément trucage. Donc s'il y a trucage, il y a mensonge. Et s'il y a mensonge, il y a roman. Et le roman, c'est la chose la plus formidable pour moi. Je suis un auteur de fiction, j'adore ça. Donc c'est l'art du mensonge que j'aime pratiquer. Donc pour moi, ça m'intéresse juste pour rendre mon histoire crédible, pas au-delà. Le fait que le bateau, si j'enlève un mât, ça ne changera pas au fait qu'il flotte. S'il s'appelle Goélette, il faut quand même qu'il ait que 2 mâts. Parce qu'il y a des marins qui vont me lire et qui vont dire « Attends, ça n'existe pas. » Ou alors c'est un brick Goélette. Enfin, voilà. Donc il faut être honnête par rapport à nos lecteurs. Enfin, moi, je veux être honnête par rapport aux lecteurs, mais pas au point de me contraindre à raconter une réalité qui n'apporte rien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la réalité des sentiments. Celui de l'amour, de la haine, de la rage, du désespoir, de l'envie, de la jalousie. Enfin, c'est tous les thèmes de Molière. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et peu importe le costume, peu importe la réalité des choses, il faut juste qu'on croie à la réalité des sentiments. Et donc, pour ça, je me documente beaucoup, mais je ne veux pas que ce soit une prison. Si on me dit, sur la vareuse d'un capitaine, non, il y a une série de plus de boutons. Et qu'est-ce que je réponds à ça? Oui, monsieur, vous avez raison, mais qu'elle m'apporterait 2 boutons de plus dans le sentiment de solitude de ce capitaine égaré en mer de Chine? Moi, donc je dirais, je ferai attention la prochaine fois. Mais c'est pas bien grave. Celui qui me dit, par contre, vous savez, ce genre de sentiment, jamais un capitaine ne l'a. Alors là, je serais, ah bon, mince, alors là, j'ai évoqué quelque chose qui ne se peut pas. Là, je serais gêné. Malgré tout, quand l'évocation historique est précise et pointue, et Macorlan joue bien avec ces choses-là, même si lui, il n'y a pas plus menteur que Macorlan, en même temps, il me donne des indications. Effectivement, dans l'histoire des galériens, de la galère royale à Dunkerque, le bonnet est rouge. Et là, il le sait historiquement, j'ai trouvé des documentations là-dessus, donc j'ai représenté le bonnet, à mon avis, tel qu'il devait être, mais c'est difficile parce que c'est une époque, sous Louis XIV, où l'uniforme est en train de naître. C'est quelque chose qui n'existe pas avant. Donc l'usage du gris et l'usage du rouge m'aident en soutien narratif à l'expression de ces sentiments-là. On m'a souvent dit, par rapport à mes connaissances littéraires, par rapport à mon background navré, mon histoire sur le port, ma fréquentation de plein de milieux différents, et comment, avec humour ou esprit, j'arrive à parler de ça, les gens voient la possibilité de livre. Mais moi, c'est pas parce que je raconte ça que je vois un livre.
Alors j'en ai riche, tu pourrais, tu as les moyens de... Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je fais des livres déjà, je ne sais pas à quel moment il sera intéressant de ressortir l'argot des dockers pour en faire un livre. Ça ne me fait pas une histoire, ça. Et je cherche l'histoire. Comment faire rentrer dans l'espace si petit de la case tant de musique, de révolte, d'énergie, de mouvement, de sentiments? Au cinéma, le réalisateur n'est pas seul. Pour faire vivre ses plans, il est entouré de techniciens, de producteurs, de comédiens, de spécialistes de l'image et du son. Là, Edith et Riff arrivent à créer seuls ce qu'un metteur en scène fabrique avec une équipe de 100 personnes. Il se trouve que mes derniers livres fonctionnent bien. Je touche les droits d'auteur, ce qui n'est pas arrivé pendant plus de 25 ans. Donc là, c'est agréable de voir un peu que ça marche, mais je vois autour de moi les dessinateurs qui ne méritent pas d'en baver comme ils en bavent. Je veux dire, c'est pas... Quand tu es débutant que tu en baves, tu l'admets, mais il y en a qui sont déjà des grands professionnels et qui n'arrivent pas à en vivre. Donc tu vois des couples qui explosent, tu vois passer des familles qui foirent, parce que le gars, il travaille tout le temps, ou le gars ou la fille, enfin le dessinateur ou dessinatrice, travaille plus qu'un n'importe quel travailleur, mais gagne pas assez pour partir en vacances. Après, il y en a des mauvais qui s'en sortent, alors bon, c'est l'injustice de la vie artistique. Mais c'est regrettable qu'effectivement, les éditeurs redistribuent aussi mal l'argent. Mais il faut savoir qu'il y a presque 40% pour les libraires, il y a 40% pour le distributeur, et qu'en gros, dans les 20% restants, il faut faire vivre un auteur, un imprimeur, un éditeur, sa standardiste, sa direction artistique, acheter le papier, l'encre, enfin... Donc 80% de l'économie du livre touche des transporteurs, des stockeurs, enfin des hangars, et des libraires. Alors c'est bien que ces gens-là vivent, mais ça fait très très court pour les auteurs au bout du compte, parce que nous sommes ceux qui touchons le moins et qui sommes le plus indispensables à l'existence d'un livre. En même temps, si j'ai personne pour me distribuer, que j'imprime le bouquin, il restera sous mon lit. Enfin, ou alors je suis représentant de commerce et je vends mes livres, mais je ne peux pas à la fois les faire et les vendre. Je dis pas qu'on a toujours vécu, on a quand même vécu des années avec voilà, des revenus assez modestes, mais franchement, on a quand même pu élever nos enfants, avoir une vie correcte, voilà. Bon, puis finalement, les années passant, le succès est devenu plus important, donc tant mieux. En même temps, le dessin, on peut aussi travailler sur des choses moins personnelles, mais on peut travailler tout en dessinant, par exemple l'animation, la pub, enfin je sais pas, on peut faire du dessin de commande, c'est moins satisfaisant, ça peut même être franchement frustrant, mais c'est pas l'usine non plus. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être entre les deux, entre prendre un boulot qui nous plaît vraiment pas et faire ses propres albums, il y a quand même un éventail de possibilités qui peuvent peut-être permettre de passer un cap et puis d'attendre que effectivement un album fasse un succès. Alors le succès commercial et le succès critique ont souvent rien à voir. Mais enfin, moi j'ai longtemps eu de très bonnes critiques quand je vendais pas. Et dès que tu commences à vendre, les critiques t'oublient ou commencent à t'allumer. Donc c'est important de lire la critique parce que tu as envie de savoir la réaction des gens qui te lisent, mais tu peux pas te baser là-dessus pour faire le suivant. Soit ça te démolit, soit ça t'énerve, soit j'en ai eu des traits extrêmement flatteurs, quoi. Mais cette flatterie-là peut être dangereuse aussi. Ça peut dire, oh, je suis Arius, je suis trop fort, je n'ai plus besoin de me faire chier, maintenant ils adorent, je fais caca n'importe où, ils en veulent. Mais non, pas du tout, quoi. C'est pas comme ça. Le meilleur, c'est le succès du public, parce que lui, il a l'avantage de pouvoir, dans sa masse, être jugé innocent de ses choix. Il aime, il en veut. C'est comme au restaurant, c'est bon, j'en veux, quoi. Mais tu peux pas non plus construire, je sais ce qu'ils veulent, je leur servir la soupe, c'est pas... Et plus tu as du succès, plus il y a de décalage entre le public et toi. C'est très bizarre, quoi. Genre Edith a l'Alphare à Angoulême, qui est quand même le prix du meilleur album de l'année à l'époque, ça correspond au Fauve maintenant.
Fauve d'or. Évidemment, une heure après, dans les rues d'Angoulême, il y a un dessinateur qui me fait « Alors, Riff, pas trop les boules, hein, c'est toi qui dessine, puis c'est sa femme qui prend les prix, ou je ne sais plus ce qu'il a dit. » Et qu'est-ce que tu veux que je réponde? Espèce d'imbécile. J'aime tellement Edith que tout ce qui lui arrive de bien, c'est à moi que ça arrive. Mais t'es trop con pour comprendre l'amour, donc tire-toi, quoi. Donc, à aucun moment, a priori, le succès de l'un doit entacher l'autre, puisque si je t'ai choisi, c'est que t'es merveilleuse. Et si le monde s'aperçoit que t'es merveilleuse, alors c'est que je l'avais deviné avant tous les autres. Donc, quoi, vous donnez un alphare à ma femme, et moi ça fait longtemps que je lui ai mis toutes les médailles du monde. Donc vous êtes bien tardif. Tu vois, c'est aussi une autre manière de le prendre. C'est plutôt comme ça que je l'ai pris. C'est dit, bah oui, depuis le temps que je vous le dis. Il était temps que ça se sache. Oui, mais par rapport à toi, Riff, parce que ça marche mieux que toi, eh bah, tant mieux. Chaque livre est un ticket de loterie. Tu sais pas quel numéro tu tires. Il dit, t'as longtemps tiré, et souvent, et même encore, tiré des très bons numéros. Et plein de fois, le succès était plus sur elle. Mais à quel moment je dois être jaloux de son talent? Quel rapport? Elle et moi, c'est deux auteurs séparés, mais c'est aussi, depuis tout ce temps, une seule et même chose, quoi. On a quand même, je veux dire, on le sait, enfin, le métier artistique va de pair avec un ego un peu développé quand même. On est obligé, je veux dire, enfin, je veux dire, on exprime des choses, on nous laisse exprimer des choses. Je veux dire, ça porte aussi, quoi. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a eu nos succès. Ils ne sont pas comparables, je veux dire, ni dans un sens ni dans l'autre. Depuis quelques années, je pense que pour le côté financier, Riff est quand même plus balèze que moi. Voilà. Maintenant, c'est pas un critère pour nous. Je veux dire, on a toujours vécu comme ça en se disant, voilà, celui qui gagne plus d'argent, ben, tant mieux, ça fait tourner la maison. Bon, alors, ce qu'il faut dire aussi dès le début, allez, je vais carrément dévoiler des choses, c'est que, comme je disais, en fait, je travaillais en vidéo. Et quand Riff, qui avait commencé la bande dessinée, a vu que je commençais à tirer vers, commencer à dessiner à l'atelier, puis à faire un projet d'illustration, puis une bande dessinée, ça ne l'a pas complètement enchanté. Mais par contre, très vite, on s'est dit qu'on ne travaillerait jamais ensemble sur un livre. Dans le sens où ça nous paraissait incompatible avec une vie de couple. On se disait, mais c'est terrible parce que tu travailles toute la journée ensemble sur un même livre, et le soir, mais quand est-ce que ça s'arrête? Si c'est 24 heures sur 24, mais c'est un coup. Alors on s'est dit, soit on fait un livre ensemble, mais on divorce tout de suite, comme ça voilà, on est collègues, soit on fait pas de livre ensemble, puis on reste amoureux, et voilà. Mais c'était pas, pour nous, c'était impossible de concilier les deux choses. Dans les années 80, je me rappelle qu'il y avait un couple alors c'était assez classique, c'était un dessinateur, une coloriste. C'est-à-dire la femme faisait les couleurs. Ça existe encore, il y en a encore. Et ça, c'était un truc, je m'étais dit, jamais, jamais je ne serai la coloriste de mon mari. Et j'aurais pu, parce que c'est vrai que les couleurs m'ont très vite intéressée, presque plus que le trait. Mais j'avais dit non, jamais. Alors ça. Et Riff ne me l'a jamais demandé, il se doutait bien que je répondrais non. La vérité, c'est que j'ai beaucoup craint quand Edith a voulu faire ce métier-là, parce que moi, je l'avais choisi plutôt avant elle, et que j'ai eu peur qu'en faisant le même métier, on n'a rien à se dire le soir. Enfin, les mêmes préoccupations du même boulot. Bon, après, il y a le boulanger qui vit avec la boulangère, souvent. Hein, donc, ils ne divorcent pas forcément. Dans un métier artistique, c'est quand même peut-être moins facile à vivre. Donc, avec Edith, l'idée, c'est de se respecter. Moi, je l'admire beaucoup. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance de tomber sur un sacré auteur aussi, en dehors d'être ma femme. Edith et Riff ont gardé et les rêves et les colères d'enfants comme boussole. Rares sont ceux qui, passés la cinquantaine, ne se feraient pas casser la gueule par l'enfant qu'ils ont été, si jamais ils le croisaient. Edith et Riff, eux, iraient sans aucun doute dessiner ensemble. Je t'ai acheté, ça me fait plaisir. Pas de bouger. Ah va Je suis en train de te dessiner.
Je suis désolée. Je vais tricher. On va prendre belle, tu sais, dans ce genre d'exercice. Hein. C'est un peu comme C'est vrai, hein. juge de la vérité ou Non, mais c'est vrai, psychanalyse t'as familiale. raison, hein. Il y a de ça. Regarde-moi juste un petit coup. C'est juste pour les narines. Plus un contre-jour. Ah, on voit quand même tes narines. J'espère, elles sont ce qui est mieux roulé. T'as une tête de zombie sur mon dessin. Mais Je crois que c'est parce que je t'ai pas fait de coup. C'est un peu embêtant. tu veux voir? Attends, il y a un truc. Il y a un truc à dépasser. Je l'ai fait en dernier, puis voilà, j'aurais pas dû. Excuse-moi, voilà. Ah. Ah ouais, attends, il faut que j'enlève ma pince à cheveux. Mais c'est moi! Mais pourquoi il y a écrit Edith puisque c'est moi? Non, c'est mieux sec. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais tu trouves pas que ça fait penser à mieux sec un peu? Un peu. Mais tu verras quand j'aurai pris mon petit rhum. J'ai l'air, tu sais, ça fait, Magnifique. comment dire? Ça va, tu t'y retrouves un peu? Ah oui, il n'y a pas de souci, c'est juste que... Et ce qui est bien, c'est que tu m'as fait plein de cheveux. Alors que je commence à les compter. Non, que je trouve rigolo, c'est que... Je sais pas comment dire. Il y a un côté un peu asiatique que je n'ai Ah oui, pas. fais voir de loin. Parce que... Ah oui, c'est parce que je t'ai fait en femme distinguée. Très bien. T'es plus en train de signer des chèques qu'autre chose. Oui, il y a un petit côté femme d'affaires. T'as raison. Mais ça, on s'en aperçoit quand le dessin est fini. Oh non, j'ai honte, hein, franchement. Non, c'est pas mal. Non, c'est très bien. C'est beau en tout cas. Ça ne ressemble pas forcément. mais c'est Non, beau. ça ne ressemble pas. Hein. C'est sec. Non. C'est mieux sec. Ah, il y a un petit côté mieux sec. Je refais un tout petit truc, c'est que en fait, je me rends compte que je vais un peu couper les épaules. Et c'est ça aussi qui fait mieux sec. Mieux sec, il a des petites épaules, mais il est un peu rabougri. Alors que mon gars, il est super musclé.